Les spécialistes vous parlent sur SO Docteur TV, nouveau numéro avec notre proctologue maison, le docteur Joël Ametitobi. Vous êtes chirurgien viscéral. Très heureux de vous retrouver pour le premier numéro que vous faites avec nous sur SO Docteur TV de l'année 2025. Meilleurs vœux au passage. Merci, vœux réciproques. On est déjà bien en plein dans l'année, mais c'est toujours l'occasion. Écoute, les vœux, ça continue de toute façon. Tout à fait. Et c'est aussi tous les jours. C'est ça. Alors, le sujet pour lequel nous venons vous voir, disons, en ce jour, c'est un sujet qui concerne bien de sujets parmi nous. Quel que soit l'âge, vous nous direz s'il y a un âge, cible à proprement parler, où tout le monde peut en souffrir. Alors, ce sont ces douleurs lorsqu'on essaye d'évacuer les selles, les matières fécales, ou alors du pus qui sort de l'anus. Et j'imagine que ça ne vient pas parce que, par volonté de l'individu, et vous avez dit que ça s'appelle une fistule anale. Tout à fait. Merci, monsieur Issifou Kilanou. Merci pour ce temps d'échange que vous nous permettez pour le bien de nos populations, pour mieux faire comprendre certaines pathologies et améliorer le perçu des patients et donc améliorer aussi la qualité de la prise en charge. Vous l'avez si bien dit, chirurgien viscéral mais assez passionné de proctologie, c'est-à-dire de toutes les maladies qui touchent à l'anus. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une maladie pas très rare, pas du tout rare, mais très fréquente, parce que beaucoup de gens pensent être des cas particuliers lorsqu'ils commencent à souffrir de cette maladie. Nous parlons bien de la fistule anale. Je pèse bien mes mots. C'est très important que le terme soit bien connu quand on parle de fistule anale, qui est bien différente d'autres maladies de l'anus que nous avons déjà eu à aborder dans d'autres émissions sur lesquelles nous pouvons toujours revenir tout au long de l'année. Et donc là, aujourd'hui, on est là pour parler d'une fistule anale. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a différentes d'autres pathologies concernant l'anus dont on a déjà parlé, mais il y en a une qu'on n'a pas encore abordée qui s'apparente à celle dont nous parlons présentement. Tout à fait. On parle de fistule obstétricale, qui n'est pas du tout la même chose que ce dont nous parlons. Qui n'a rien à voir avec la proctologie, c'est-à-dire la fistule obstétricale, c'est les complications des avortements. Bien sûr que il y a certaines formes de ces fistules obstétricales qui vont concerner la partie génitale, le plus souvent le vagin, et la partie rectale. Et donc, pour réaliser ce qu'on appelle une fistule recto-vaginale, qui est le plus souvent prise en charge également par des proctologues. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une pathologie bien particulière qui est la fistule anale, qui est tout simplement une infection, d'accord, qui peut survenir chez n'importe quel individu. Et cette infection n'a pas de cause précise, d'accord. Ce n'est pas dû à la consommation d'un certain nombre d'aliments. Ce n'est pas dû à certaines pratiques sexuelles telles que l'on peut l'imaginer, parce que beaucoup de gens pensent que lorsqu'on a des problèmes au niveau de l'anus, en dehors des hémorroïdes, c'est parce qu'on fait des pratiques sexuelles par l'anus. Ça n'est pas du tout dû à ça. C'est une infection qui survient chez tout individu sans distinction d'âge et de sexe. C'est vrai qu'il est reconnu que 9 patients sur 10 sont des hommes. Donc, c'est une maladie qui touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Il s'agit d'une infection qui survient au niveau du canal anal, au niveau de l'anus, et qui va se manifester par divers signes que nous allons essayer d'élucider au cours de cet échange. D'accord. Alors, avant de revenir à comment l'on ressent la fistule anale, vous parliez de signes à l'instant, vous me dites si bien que sur 10 patients, 9 sont hommes. Pourquoi cette spécificité chez les hommes? Alors, la fistule anale, bien que ce soit une maladie aussi vieille que la médecine, d'accord, parce que si vous allez sur Internet, que vous tapez fistule anale, Wikipédia vous dira que la fistule anale la plus célèbre au monde est celle de Louis XIV, mais qui déjà à son époque a souffert pendant longtemps de fistule anale et son médecin traitant, son chirurgien traitant, a trouvé des artifices pour le soigner de cette maladie. Le roi soleil. Ce qui fait que la France est l'un des pays au monde qui a une forte tradition de prise en charge de fistule anale.
C'est pourquoi on parle même de proctologie à la française, parce que plusieurs techniques de prise en charge des maladies de l'anus, notamment des fistules anales, se sont développées à partir de cet instant. Eh bien donc, comme vous le dites, la France ayant une longue tradition, on imagine que la plupart, on va dire, des données, de la documentation, de la littérature. C'est ça. Tout ça pour vous dire que le sujet a été assez fouillé. Oui. Beaucoup de recherches tournent autour de la fistule jusqu'à maintenant, sans qu'on ne puisse définir pourquoi les hommes sont plus atteints que les femmes, oui. Ni pourquoi cette infection survient. Il n'y a rien de défini d'avance pour vous permettre d'éviter la survenue de cette infection, parce que la cause réelle, on ne la connaît pas. Eh bien, on évolue dans le temps et on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour pouvoir répondre à cette interrogation. Mais on va remarquer tout simplement que chez les hommes, il va y avoir plus de fistules anales que chez les femmes. Alors, est-ce qu'un individu, avant d'arriver au signe, un individu peut traîner une fistule pendant de longues années? Tout à fait. Vous avez des patients qui présentent la pathologie depuis plusieurs années. Le premier signe peut être apparu même depuis plus de 10 ans. Parce que la fistule anale, l'évolution aussi est imprévisible. Elle peut évoluer vers des complications très graves, comme elle peut ne pas du tout évoluer vers des complications, mais elle peut peut-être passer de la fistule simple à la fistule complexe. Nous allons le voir aussi tout à l'heure, la différence entre une fistule simple et une fistule complexe. Et donc, ça va évoluer comme ça, sans que la personne n'ait un signe urgent qui l'oblige à consulter et donc à se faire prendre en charge comme il se doit. Donc, on va vivre des manifestations bénignes, si vous voulez bien, oui. Qui ne vont pas tellement agir sur le confort, on va dire, personnel, mais aussi sur le problème, on va dire, qui ne va pas engendrer des problèmes organiques purement graves qui vont amener les gens. Alors, si on prend par exemple... J'en connais plein, l'homme qui vivent avec la fistule depuis des années. Alors, on imagine aussi que c'est une maladie plus ou moins de la honte qui fait que les gens... n'osent pas peut-être, c'est-à-dire que l'exprimer. Toutes les maladies de l'anus sont entre guillemets des maladies de la honte. Personne n'aime aller voir son médecin pour lui dire que j'ai un signe au niveau de l'anus, se déshabiller, se faire examiner l'anus, et surtout, partout ailleurs, c'est assez difficile pour le patient. Et surtout aussi que de nos jours, on va soupçonner certaines pratiques sexuelles également. Tout à fait. Avec les conceptions culturelles ou bien les pratiques qui ont cours. Beaucoup de gens ont peur qu'on assimile les signes qu'ils ont au niveau de l'anus à ces pratiques-là, parce que c'est des pratiques qui ne sont pas facilement acceptées au sein de nos communautés pour le moment. Même si ailleurs c'est assez bien accepté, dans nos communautés on en est pas. Et donc ce qui va augmenter la stigmatisation, sinon la pré-stigmatisation au niveau de la personne elle-même déjà, qui se situe dans une catégorie... Une autostigmatisation. Une autostigmatisation, oui, si vous voulez, vous me prêtez le mot. Et donc, il va faire que, quelque part, on cache la maladie. Mais pendant ce temps, quand vous dites la fistule, simple, comment est-ce que cela va se faire sentir chez l'individu? Comme je le disais un peu tout à l'heure, la fistule anale, 2 signes importants. C'est la douleur et l'écoulement de pus. D'accord. Le cas le plus fréquent, c'est un patient qui vient vous voir, qui vous dit qu'il a vu apparaître une petite boule au niveau de son anus, soit à côté de l'anus, soit sur la fesse, ou encore au niveau juste en dessous des testicules chez l'homme. Une petite boule qui va couler du pus, un petit suintement de pus, ou quelquefois même du sang, qui tache le linge. Bon, ça inquiète, on a peur, mais... Comme on l'a dit tout à l'heure, on a la flemme d'aller se faire examiner et qui va durer pendant plusieurs années comme ça. À cet écoulement de pus peut s'ajouter une douleur. Alors, et quand la douleur survient, c'est qu'on est en train de passer à l'état de complication. Et la complication la plus fréquente, c'est un abcès. C'est un abcès qui va se former autour de cette petite boule-là parce que l'infection évoluant dans les parties molles de la fesse, ça va créer un abcès à différents endroits du périnée, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, c'est la complication la plus fréquente. C'est ça qui amène même le plus souvent à consulter parce qu'on a mal, il y a cette boule qui gêne et qui coule du pus et qui nécessite une prise en charge rapide pour
faire céder la douleur. Ce sont les deux signes importants. Et la complication la plus grave, c'est ce que nous appelons la gangrène du périnée. C'est cette infection qui va évoluer, qui va prendre tout le tissu du périnée, c'est-à-dire autour de l'anus, remonter jusqu'à la bourse, c'est-à-dire jusqu'aux testicules, pour donner une maladie particulière qu'on appelle la gangrène de Fournier chez l'homme. Et lorsqu'on est dans cette situation, c'est vraiment très grave. Il faut rapidement prendre en charge parce que la personne peut mourir d'une septicémie, c'est-à-dire d'une infection généralisée de l'organisme, à partir de cette petite fistule qui a évolué depuis plusieurs années et qui a été négligée. Et qu'on a banalisé. Alors, les gens assimilent parfois aussi ces signes, disons, aux hémorroïdes. On se dit, bon. Voilà, ça c'est encore un mode de non-diagnostic, si je peux m'exprimer ainsi de non-prise en charge. C'est que la fistule, dans ses symptômes, surtout mineurs, va être assimilée à une pathologie hémorroïdaire. Parce que j'aime bien le dire, j'ai l'habitude de le dire, tous les signes que vous avez au niveau de l'anus ne se sont pas nécessairement dus à des hémorroïdes. Et donc, les hémorroïdes font mal. Les hémorroïdes peuvent donner une boule au niveau de l'anus, mais les hémorroïdes ne vont pas donner des boules au niveau de la fesse ou au niveau des testicules, par exemple. Les hémorroïdes ne donnent pas non plus d'infection, d'accord? Même si ça se complique, ça ne donne pas d'infection qui puisse entraîner un état infectieux chez le patient comme d'autres pathologies infectieuses, quoi. Et donc, à partir du moment où vous avez du pus, vous faites de la fièvre, vous avez mal autour de l'anus, il faut déjà commencer à penser à la complication d'une fistule anale. Ça. Alors, ça, c'est la complication d'une fistule anale. Mais avant, vous nous disiez qu'il y a une forme qui est plus ou moins simple. Et une forme complexe. C'est de cela qu'on a parlé. Alors, la forme complexe. Comment est-ce que cela va être ressenti? Est-ce que ce sont les mêmes signes ou bien il va y avoir une certaine différence? Alors, déjà, la forme simple, c'est ce que j'ai dit, c'est cette petite boule-là, ou bien ce petit trou qu'on va remarquer à ces différentes parties du corps qui coulent du pus et qui peut faire mal. Donc, plus le trou il est petit et proche de l'anus, on va parler des fistules basses et qui sont plus ou moins mis dans la catégorie des fistules simples. Mais à partir du moment où ce petit orifice qui coule du pus ou du sang va se localiser un peu plus loin au niveau des testicules, ou bien au lieu d'avoir un seul orifice, on se retrouve avec deux orifices de part et d'autre de l'anus, on va commencer à parler de fistules complexes. Donc, les formes complexes, c'est les formes où il y a plusieurs trajets, plusieurs ramifications d'un orifice primaire qui est au niveau du canal anal. Donc, en termes de signes, c'est à peu près la même chose. C'est au moment de l'examen clinique que le médecin pourra faire la différence. Si la fistule est trop haut située, déjà, c'est une fistule complexe. Ou encore, s'il y a d'autres ramifications, c'est également assimilé à une fistule complexe. Alors, est-ce que cette fistule-là, avec ces manifestations, avec cette évolution, peut avoir des corrélations avec d'autres maladies ou bien elle va évoluer seule en suivant son canal, comme vous dites? Voilà, en fait, tel que je l'ai décrit tout à l'heure, la fistule, elle est d'abord simple, aiguë, qui peut être chronique, qui évolue vers certaines complications que j'ai citées tout à l'heure, mais elle peut être associée. Quelquefois, il n'est pas rare de voir une fistule anale associée à des hémorroïdes. Voilà. D'accord. J'ai dit tout à l'heure que toutes les douleurs de l'anus ne sont pas dues aux hémorroïdes, mais on peut avoir une fistule anale auquel s'associent des hémorroïdes. D'accord. Donc, il peut y avoir cette association. La fistule anale peut se créer aussi à partir d'une lésion beaucoup plus grave qui est le cancer de l'anus. Alors, vous pouvez avoir un cancer de l'anus et à partir de ce cancer de l'anus, se développe une fistule anale. D'accord. Et il faut qu'un médecin puisse bien vous examiner avec une anoscopie pour éliminer déjà cette pathologie cancéreuse-là. Et savoir que c'est une fistule simple qui est une maladie beaucoup plus bénigne que le cancer. Et donc, dans ce cas, la fistule va être cette fistule va être la conséquence justement du cancer qui est là. Du cancer. Et donc là, dans ce cas, la prise en charge est différente. Il faut aller d'abord traiter ce cancer. Ce cancer avant de revenir. Mais est-ce que le contraire peut se produire, que la fistule entraîne une autre maladie?
La fissule se complique, je l'ai dit tout à l'heure, de gangrène. C'est ça. Qui est une autre maladie de gangrène du périnée, qui est une infection qui va prendre tout le périnée, qui va entraîner la mort des tissus et autres choses. Et plus loin aussi, va donner la septicémie. Mais pas entraîner d'autres maladies bénignes telles que vous l'entendez. C'est ça. Alors, ce que vous me dites, on est dans une zone particulière où en réalité, on va dire, se concentre beaucoup de terminaisons nerveuses, même, on va dire. Et quand ce problème se pose, on imagine effectivement que le corps humain lui-même, l'organisme, totalement dans son ensemble, puisse en pâtir dans une certaine mesure. Alors, mon inquiétude, vous disiez à l'instant qu'il n'y a pas de cause particulière en tant que telle ou de facteurs de risque, plus ou moins bien des habitudes alimentaires. Mais on va toujours se demander qu'est-ce qui peut entraîner une fissure anale chez les gens. Qu'est-ce qui peut néanmoins faire que tout le monde n'a pas de fissure anale et certains sujets vont faire baisse. Voilà. Et comme je l'ai dit, la fissure anale, elle a fait l'objet de beaucoup de recherches en France. Vous avez en France ce qu'on appelle la Société nationale française de coloproctologie, qui est une grande société savante qui regroupe vraiment d'imminents spécialistes en la matière. Tout à fait. Et qui tout le temps font des recherches et qui ne sont pas nécessairement arrivés à dire. On connaît très bien la fissure anale, telle que ça se présente chez chaque individu, les différentes formes. Et il y a plusieurs moyens qui ont été développés pour le traitement, mais à proprement parler, dire que c'est dû à tel virus ou encore, je ne sais pas moi, à tel parasite ou bien dû à telle habitude alimentaire, il n'y a pas d'étude qui est arrivée à prouver ça de façon claire pour vous permettre de définir des mesures préventives et tout. Donc, il n'y a pas de prévention. Voilà. Elle survient cette chose. Et donc, je peux faire une fissure anale à tout moment, comme l'autre aussi peut le faire. Si le grand prud'homme, le roi soleil de tous les temps, a pu faire une fissure anale, ce n'est quand même pas le dernier. Il y a une grande fréquence chez les sujets jeunes, mais elle n'est pas exclue chez les sujets d'un certain âge aussi. Ah oui. Alors, est-ce que le fait parfois d'aller au sel, de forcer, peut être peut-être soupçonné comme une des causes aussi? Non, pas du tout. Le fait de pousser pour aller au sel est beaucoup plus mis plutôt dans les causes des hémorroïdes. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que clairement, vous nous dites dans cette émission que les hémorroïdes n'ont rien à voir avec la fissure anale. La fissure anale, vous avez décrit donc le mécanisme, comment donc se présente la chose. Vous avez parlé donc des complications et vous nous dites qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire que vous pouvez prévenir la fissure anale. Elle veut arriver, elle arrive. Et elle choisit le plus souvent des sujets jeunes et 9 hommes sur une seule femme sur 10. Sur 10 patients, vous avez 9. Vous avez 9. Et puis, tous les sujets peuvent être atteints, sauf que c'est vrai qu'il y a une cible privilégiée chez la jeunesse. Mais quand vous nous dites ça, docteur Ameti Tavi, je m'arrête et je me dis, mais finalement, voilà une maladie qui arrive, sur laquelle je ne peux avoir aucun contrôle finalement, qui peut être engendré par un cancer. Je ne pourrais pas le savoir. Pendant 10 ans, elle va se développer. Le cancer aussi va se développer. Et à un moment donné, je me trouve patatras avec des complications. La différence, c'est que avec le cancer, il y a d'autres signes qui accompagnent et qui peuvent alerter. Et à la différence d'une fistule simple qui évolue. Où il n'y a pas de cancer, il y a des signes qui peuvent alerter en plus des autres signes qu'on a cités. Voilà. Et il y a même les saignements. Les saignements peuvent être abondants lorsque c'est un cancer. La douleur peut être permanente. Oui. Et la difficulté même d'évacuation des selles peut se ressentir en ce moment. Peut-être, et même d'autres signes généraux qui accompagnent tous les cancers. Comme l'amaigrissement ou encore d'autres boules qui vont pousser à d'autres endroits du corps, comme les ganglions, ce que nous appelons des adénopathies qui vont aller pousser au niveau de l'aine, au niveau de la région inguinale, qui signe l'extension de ce cancer, quoi. C'est tellement intéressant de voir qu'on a, on va dire, une infection qui va entraîner une perte totale. C'est-à-dire que du contrôle de soi au niveau de l'anus, où vous dites qu'il va y avoir écoulement, il va y avoir des douleurs. Mais alors, est-ce que les gens connaissent le sujet? Est-ce que les gens ils sont informés? Vous dites que c'est une maladie qui n'est pas du tout rare.
Mais sauf que les gens n'aiment pas le plus souvent. Les gens le cachent. Voilà. Docteur Joël Amétitovi, vous êtes chirurgien viscéral, vous êtes proctologue, vous vous occupez donc des problèmes qui concernent notre anus. Vous nous avez dit que la fistule, elle évolue, elle peut être associée à des cancers, d'autres signes vont permettre de la détecter. Vous dites aussi que c'est une maladie qui peut survenir comme ça. Bon, voilà, malheureusement, je me retrouve à faire une fistule anale. Je constate les signes que vous avez énumérés plus haut, à savoir cette douleur et puis l'écoulement de pus surtout, qui arrive. Bon, je fais quoi? Je viens vous voir. J'arrive, vous me recevez. Qu'est-ce que vous me proposez? Ok, vous l'avez si bien dit, vous avez une fistule anale, vous allez consulter un spécialiste. Bon, les spécialistes, ce sont les proctologues le plus souvent, qui peuvent être soit des chirurgiens viscéraux ou bien des gastro-entérologues. Oui. Et il vous consulte, effectivement, il fait le diagnostic d'une fistule anale. Et il est important de préciser qu'en général, devant la plupart des fistules, on n'a pas besoin de faire un examen complémentaire, il n'y a pas de radiographie à faire. Il peut arriver qu'on soit obligé de faire un examen complémentaire. Aujourd'hui, ce qui est admis dans les données actuelles de la science, c'est de faire une IRM. Ouais. Fistule anale complexe égale IRM. Tout à fait. C'est une fistule anale simple. Le médecin fait son diagnostic dans son bureau et procède au traitement. Alors, à partir du moment où on vous diagnostique une fistule anale, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'opérer. La fistule anale ne se traite que par la chirurgie. La fistule anale ne se traite pas avec des antibiotiques. La fistule anale ne se traite pas avec des pansements ou quoi que ce soit. Les fistules anales se traitent en opérant. Il y a une population qui présente une maladie qui est très rare sous nos cieux en Afrique, très fréquente en Europe, ce qu'on appelle la maladie de Crohn. Oui. C'est une maladie inflammatoire de l'intestin, chez qui peuvent survenir aussi des fistules anales. Surtout au niveau de côlon. Et là, dans ce cas, il faut d'abord traiter le Crohn. Oui. Et quelquefois même, on n'a pas besoin de les opérer. Avec le traitement de la maladie de Crohn et entraînant les trajets fistuleux, on peut revenir en bas. Mais ça ne nous concerne pas. Ouais. Je suis un Togolais, on me diagnostique une fistule anale. Aujourd'hui, au Togo, les solutions qui sont proposées, c'est de faire la chirurgie. Et la chirurgie, il y a plusieurs techniques. Il y a une technique classiquement, quand vous allez vous faire opérer d'une fistule, c'est pour aller enlever le trajet fistuleux. C'est-à-dire que la zone d'infection qui est au niveau de l'anus doit être enlevée, obligatoirement. Tout à fait. Ou bien encore, cette zone infectieuse qui est au niveau de l'anus, lorsque la zone est très basse, on fait ce qu'on appelle une fistulotomie, c'est-à-dire qu'on ouvre le trajet pour permettre à l'infection d'être drainée. D'accord. Pour en venir à bout du problème. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsque les fistules ne sont pas simples et basses, il va falloir 2 ou 3 interventions chirurgicales avant de régler le problème. Oui, c'est très important à savoir. On ne peut pas régler le problème d'une fistule en une seule intervention lorsque ce n'est pas une fistule basse. Dans les cas, peut-être dans 30% des cas où on a des fistules basses très simples, on fait tout simplement une fistulotomie, c'est-à-dire qu'on coupe une partie du trajet et puis on a réglé le problème. Mais lorsque les fistules sont compliquées, il faut refaire la même intervention à 2 ou 3 reprises pour venir en bout. À côté de cette chirurgie classique que nous connaissons, il y a d'autres procédés qui existent. Mais toutes les études ont prouvé que ces procédés ne marchent qu'une fois sur 2. D'accord. Alors, j'aime bien mon maître en proctologie en France qui connaissait un peu les conditions de vie socio-économiques en Afrique. Dit le plus souvent que ce ne sont pas des procédés qui sont bons pour l'Afrique parce que si vous devez aller dépenser pour une technique qui marche une fois sur 2, ça veut dire que si vous êtes dans le lot des 50% pour lequel ça n'a pas marché, il faut vous faire opérer cette fois-ci. Ces autres techniques vont consister, par exemple, à aller mettre une colle biologique pour boucher ce trajet. Parce que c'est un trajet, c'est un tuyau qui s'étend dans la fesse quelque part jusque dans l'anus. Il y a de la colle pour le boucher. On peut utiliser le laser, d'accord, pour brûler le trajet. Tout à fait. On utilise à côté du laser sa technique jumelle qui est la radiofréquence. C'est un appareil aussi qui va aller délivrer des ondes. C'est des ondes très puissantes aussi pour brûler le trajet. Et
ce sont les différentes techniques qui existent. L'avantage aujourd'hui, c'est que les dogmes ont évolué. Avant, quand vous opérez d'une fistule, on peut se retrouver avec un gros trou qui nécessite des soins pendant plusieurs jours. Mais depuis une dizaine d'années, s'est développée une autre technique que l'on appelle la fistule avec reconstruction. C'est-à-dire que quand votre chirurgien vous opère de cette fistule et que, parce qu'il a enlevé cette partie de l'infection, on se retrouve avec une grosse plaie au niveau de l'anus, il y a des techniques pour le refermer dans l'immédiat, pour éviter d'avoir... aussitôt qu'on a enlevé le trajet, on peut le reconstruire, on peut recoudre la partie, et avec des soins locaux, on en arrive à bout. Et ça marche ça marche. Beaucoup d'études sont en cours pour présenter des résultats. Et récemment, j'ai eu l'occasion de participer à un workshop sur ça, qui me permet aussi d'appliquer cette technique-là et d'en voir les résultats. Donc, ça marche. Depuis une dizaine d'années, il y a certains chirurgiens qui s'y ont mis et leurs résultats sont bons pour le moment, ce qui va permettre d'étendre aujourd'hui, de vulgariser cette technique en France et un peu partout dans le monde. Alors, le plus souvent, quand on fait des émissions, on n'aime pas aborder les coûts, mais les gens nous demandent, mais est-ce que ce traitement dont on parle, ça coûte cher que de prendre en charge une fistule? Je ne sais pas si on est autorisé à parler de coûts ici, mais... Alors, c'est de dire aux gens, la santé n'a pas de prix. La santé... Vous avez une fistule. Elle a un coût. Vous avez une fistule, vous venez voir le médecin, et il y a toujours un moyen quand même de pouvoir s'entendre avec le médecin, parce qu'il y a un problème qui est là, il faut le résoudre. Tout à fait. Alors, vous dites, vous allez pratiquer une forme d'imagerie médicale, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, qui s'apparente un peu, je veux dire, au scanner, c'est un peu dans le gars. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par cet examen-là? Donc, j'ai bien dit qu'elle n'est pas obligatoire. À partir du moment où le diagnostic est fait par le médecin dans son cabinet, il a bien repéré son trajet. Ce n'est pas une fistule complexe avec plusieurs orifices et tout. On peut passer directement à la chirurgie. Mais devant des formes compliquées ou même des formes récidivantes, on peut être obligé de faire cette imagerie-là. Alors, vous dites des formes récidivantes, là, ça veut dire que, est-ce qu'on a bouché le trajet, un autre trajet apparaît, ou c'est le même trajet qui va avoir tendance, ou bien la même partie? Alors, le trajet d'origine, s'il a été maltraité lors d'une première intervention, elle peut récidiver. D'accord. Parce que mais si la prise en charge a été vraiment efficace... Il y a 30% de récidives qui sont admis dans la littérature classique, dans toutes les séries. Alors, si vous avez quelque chose à dire à ceux qui nous regardent, on est à la fin de cette émission, vous aviez dit qu'il n'y a pas de prévention à proprement parler à faire. Néanmoins, avez-vous quelques conseils à donner à ceux qui nous regardent? Le meilleur conseil à donner aux patients, à ceux qui peuvent avoir ces signes-là, c'est de consulter. Il faut consulter un médecin spécialiste et également pour des médecins généralistes ou des médecins d'autres spécialités, lorsqu'ils sont face à des patients qui présentent ce genre de signes, les référer vers un spécialiste en la matière, un proctologue, qui va permettre d'asseoir le diagnostic et de faire la prise en charge. Éviter surtout de bricoler ou bien de tâtonner. C'est ça, conseiller aux gens de se faire prendre en charge, de ne pas avoir peur de parler de leur maladie, de ne pas avoir peur de la chirurgie, parce qu'il y a des concepts un peu répandus dans nos mentalités, qui dit que quand on vous opère de l'anus, soit vous mourrez, soit vous devenez impuissant pour les hommes, etc. Il n'y a pas de chirurgie sans risque. La chirurgie de la fistule anale a quelques risques, notamment le risque d'incontinence, mais pour justement éviter ce risque d'incontinence, parce qu'on en a coupé le trajet de la fistule anale, on touche au sphincter de l'anus. Ça, j'ai manqué de le dire, c'est important de le savoir. On peut abîmer ce sphincter. Ce qui nous permet de contrôler l'évacuation des matières fécales. C'est pourquoi aujourd'hui, la meilleure technique devant des fistules qui ont des trajets hauts et des fistules complexes, c'est d'opérer en 2 ou 3 temps.
ne pas être obligé. Pour éviter d'abîmer le sphincter. Voilà, parce qu'après, on ne contrôle plus l'évacuation des selles. Et ça altère la qualité de vie. C'est une autre complication. On part d'une maladie bénigne à une situation très compliquée, voilà, une vie inconfortable, où on n'est pas mis, les gens ont pu, on ne peut plus vous supporter, vous ne pouvez pas contrôler, obligé peut-être de mettre les couches et tout ça. Exactement. Merci, Dr Joël Ametitovi, vous êtes chirurgien viscéral, proctologue. Vous nous recevez dans votre cabinet, c'est vrai, dans l'entre plusieurs consultations. Merci de nous consacrer de ce temps, parce que ceux qui sont à la maison, qui nous regardent aussi, ont besoin de vos conseils, ont besoin de votre aide. Eh bien, chers téléspectateurs, nous avons parlé donc de la fistule anale aujourd'hui. Rendez-vous prochainement pour, on va dire, d'autres maladies, d'autres pathologies, d'autres situations peut-être qui altèrent notre santé, sur lesquelles nous nous taisons. N'ayons pas peur de voir le spécialiste. La fistule anale n'est pas forcément à cause des pratiques sexuelles que nous avons. Et prendre en charge la fistule anale a quelques risques, mais cela ne veut pas dire que vous devenez impuissant ou bien vous avez des problèmes. C'est vrai, les hommes sont plus concernés, mais les femmes aussi. Attention, référez-vous toujours aux spécialistes pour vous faire aider. Merci de votre fidélité, on se dit à très bientôt. Bye bye.